Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission spéciale enregistrée donc depuis le stade Orange Vélodrome à Marseille. Alors cette année encore, Bismart a le plaisir d'être partenaire du Forum des entrepreneurs organisé par l'UPE 13, une émission consacrée à l'engagement sous toutes ses formes, responsabilité des entreprises, adaptation, transformation, innovation, mobilisation. Ce sont les axes choisis aujourd'hui par l'UPE 13 pour cette 21e édition du Forum des entrepreneurs. Et on ira dans le détail au cours de cette émission avec des chefs d'entreprise issus du territoire marseillais pour comprendre comment ils s'emparent de ces sujets au quotidien. Et pour commencer, évidemment, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau le président de l'UPE 13, Philippe Corsia. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous avez souhaité intituler cette 21e édition « Le temps de l'engagement ». C'est nouveau l'engagement des entrepreneurs? Moi je croyais que c'était des gens qui par nature étaient engagés. C'est notre ADN, l'engagement. Mais cet engagement, cette année, il est plus fort parce que nous venons de traverser une crise extraordinaire, incroyable, effroyable. Donc nous avons besoin d'être engagés encore plus pour pouvoir porter nos entreprises, créer de la valeur, créer de la richesse. Et c'est pour ça que nous avons voulu appeler ce forum « Le temps de l'engagement ». Parce que c'est pour nous essentiel pour cette année de reprise avec un plan de relance. Et notre territoire, l'UPE 13, nous allons être au combat pour aider les entreprises et nous allons encore plus nous engager. Et nous allons, vous verrez, leur demander de s'engager avec nous parce que quand on est tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Donc c'est ce que nous allons faire cette année. C'est ce que, en fait, vous vivez au quotidien, vous, l'engagement aux côtés des entrepreneurs pour les aider à traverser cette crise notamment? Exactement. Nous sommes là aux côtés des entreprises, des entrepreneurs, pour pouvoir les porter, pour pouvoir les aider et pour pouvoir en fait les tirer vers le haut, pour pouvoir effectivement voir leur entreprise prospérer et voir leur entreprise créer de l'emploi et créer de la richesse. Et c'est pour ça que l'UPE 13, qui est quand même un des premiers, le premier MEDEF territorial de France, doit être un peu la lumière du monde patronal. Et nous, ici, on a un territoire qui est extraordinaire. On a les plus belles entreprises françaises, on a des leaders internationaux, nationaux évidemment. Donc nous sommes là pour les aider et pour pouvoir porter notre territoire haut et fort. Et je profite de l'occasion pour remercier Bismart d'être là avec nous et de nous donner un peu une aura nationale. Donc merci à vous d'être là pour la deuxième édition. Avec plaisir, vous savez, c'est aussi un peu dans notre ADN. Alors justement, quels sont les leviers d'engagement des entrepreneurs selon vous? Alors vous avez un engagement aussi sociétal, parce que c'est important de pouvoir être intégré dans notre écosystème, et aussi énormément d'engagement sur l'environnement, la RSE également. Donc on a pas mal de choses à voir avec les entreprises et les entrepreneurs de notre territoire et nous allons nous engager tous ensemble. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus de 3000 ici. Nous allons recevoir des chefs d'entreprise emblématiques. Vous avez des plateaux télé magnifiques. Donc nous espérons pouvoir sortir de ce forum en pleine forme, revigoré. Et je suis persuadé que ça va être un forum d'une grande qualité dans un lieu. Et je vois là cette scène magnifique, Stade Orange Vélodrome. C'est extraordinaire. Nous allons faire des images très très belles. Et je suis très heureux pour le territoire de pouvoir offrir ça au nom de l'UPE 13 à notre microcosme économique. L'idée de cette journée, c'est quoi? C'est d'en faire un événement un peu inspirant, que chacun puisse trouver des bonnes idées, des bonnes pratiques? Ouais, c'est exactement ça. C'est la 21e année. L'année dernière, nous étions également très présents pour le 20e forum. Cette année, nous avons voulu marquer le coup. 21 ans d'engagement, 21 ans de forum, de rentrée économique au nom de l'UPE 13 pour notre territoire. Donc on veut marquer le coup que, comme je vous l'ai dit, à la sortie, à 15h, 16h de ce forum, les entreprises se disent on va faire une année extraordinaire, on a la force, on a la volonté, on a les armes maintenant, on sait comment faire. Donc je veux que ce soit un forum très inspirant. Vous voulez leur redonner le moral aussi? Alors, ils l'auraient perdu. Voilà, il y a certains qui l'ont perdu, mais très peu. Hein. Je pense qu'on est vous savez, notre territoire est rebelle, on se laisse pas faire, on va essayer de le porter encore plus haut, on va essayer même d'aller plus vite que les autres et peut-être de retrouver les chiffres de 2019 dans nos entreprises rapidement et dès 2021, voire 2022. Mais je vous garantis que je parlais hier soir avec la plupart des chefs d'entreprise de notre territoire, on est à bloc. Et la croissance repart fort de toute façon, ouais. Et c'est vrai que toutes ces questions d'emploi vont revenir sur le terrain. Vous, dans l'écosystème marseillais, aujourd'hui, ce sont des questions qui se posent aussi, le recrutement? Exactement. On a
un souci important. D'abord, on va avoir pour certaines entreprises, même si l'expression mur de dette n'est peut-être plus adaptée, mais on va avoir un besoin de pouvoir créer de la marge supplémentaire pour rembourser ces dettes que nous avons contractées, que certaines entreprises ont contractées entre le PGE, le report des crédits avec le monde bancaire. Et nous avons aussi une grande problématique. On a eu certains collaborateurs qui sont partis. Cette crise a changé un peu les mentalités. Ils sont allés vers d'autres horizons, ont changé de métier. Et donc nous devons trouver maintenant de nouveaux collaborateurs. Et on a un vrai souci. On a une vraie problématique pour embaucher. Et l'emploi va être un enjeu important de notre territoire. Et je m'en suis exprimé hier midi avec le président de la République pour essayer de trouver une solution pour aller plus vite, pour pouvoir créer un cercle vertueux pour que l'entreprise puisse fonctionner valablement. Donc 2022 sera la mobilisation pour l'emploi et pour la croissance? C'est exactement ça. Merci beaucoup Philippe Corsia. Je rappelle que vous êtes le président de l'UPE 13 et merci à vous évidemment de nous accueillir encore une fois cette année. On va accueillir tout de suite notre deuxième invité, Fabrice Cocchio, le président d'Interxion France. Fabrice Cocchio, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Interxion France, vous êtes fournisseur européen donc de data center. On parle avec vous donc de ces enjeux d'engagement et l'engagement de transformation est au menu de cette journée du Forum des entrepreneurs de Marseille, notamment la transformation digitale. Et c'est vrai que les data centers sont au cœur de cette transformation digitale. Vous les qualifiez d'usines numériques du futur. Moi j'aime beaucoup cette expression, vous pouvez nous l'expliquer ? C'est des gros bâtiments déjà. C'est des bâtiments qui servent à pouvoir héberger les infrastructures informatiques et télécoms de nos clients qui viennent mettre leurs machines chez nous pour faire tourner notre vie digitale en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, surtout ici, de services publics. Je pense qu'on a vu, et compris avec cette crise du Covid, toute l'importance pour la continuité de l'activité, pour les éléments essentiels de notre vie, des infrastructures numériques. Et sans les câbles sous-marins qui arrivent ici à Marseille, les câbles télécoms, les câbles terrestres, bien sûr, qui nous interconnectent avec le reste de la planète, et puis surtout les data centers, certains data centers, ce qu'on appelle les hubs, eh bien, il n'y a pas de service numérique. Donc c'est la première couche sur laquelle on peut construire tout le reste de nos services et de notre transformation digitale de demain. Et comment est-ce que vous accompagnez cette transformation digitale avec les entrepreneurs au quotidien ? Notre métier, c'est d'être un acteur d'infrastructure. Pour pouvoir mettre des passagers dans des voitures, il faut faire des routes. Et bien nous, on fait les infrastructures nécessaires à ces routes, ces fameuses autoroutes de l'information, que ça soit pour faire de l'e-commerce, que ça soit pour faire de l'accès à un compte bancaire, que ça soit pour transférer des actions, que ça soit pour des logiciels. C'est tout l'enjeu de pouvoir permettre à nos clients de s'interconnecter. D'ailleurs, Interxion vient d'interconnexion. Et l'interconnexion, c'est simplement de pouvoir relier une entreprise A avec une entreprise B. Et ça se passe dans certains data centers de hub, dans les villes. La France a une particularité, nous sommes le seul pays européen à avoir 2 hubs d'envergure mondiale, Paris et Marseille, mais de surcroît dans le top 10 mondial. Peu de gens le savent, Marseille est devenu le 9e hub d'échange de contenus cloud et digitaux dans le monde. Au niveau mondial, c'est le 9e ? Au niveau mondial, oui. Quand vous interconnectez l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, avec le cœur européen représenté par Francfort, Londres, Amsterdam et Paris, eh bien ça passe par Marseille. Et du coup, Marseille est devenu une plaque tournante, un endroit où on construit du digital, un endroit où on distribuue de la donnée. On ne connaissait pas Marseille comme capitale mondiale du digital. Il faut le faire savoir davantage, ça. Pour être, d'abord, il faut le faire. Merci, Smart, d'en parler. Avec plaisir. Mais c'est surtout un atout pour la France, un atout pour le territoire, c'est un atout, bien sûr, pour Marseille. C'est comme si, du jour au lendemain, on se retrouvait avec un aéroport international où on peut aller partout dans le monde grâce à, justement, toutes ces liaisons digitales. N'oublions pas que la donnée fait le tour de la planète en moins de 3 secondes. Est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, vous le diriez, pendant cette crise, des entreprises pour être hébergées en France plus qu'ailleurs ? Ce qui est important, c'est d'avoir à proximité ce dont on a besoin. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'échanger avec New York ou Tokyo. En revanche, si on a une ambition, et c'est le cas pour Marseille, d'aller vers l'Afrique notamment, si on a le besoin de distribuer des contenus, des services, depuis de l'e-gaming en passant par des services industriels ou des services financiers avec plus de 4 milliards d'habitants, que sont l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et jusqu'à l'Asie, alors oui,
être à côté d'infrastructures telles que celles que nous avons ici à Marseille, avec nos data centers et surtout tous nos clients qui font vivre ça dans ce hub de Marseille, alors oui, ça a de l'importance. C'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec ce qu'a dit Bruno Le Maire, qui a dit qu'il souhaitait que la France devienne la destination principale pour les data centers en Europe. Il y a une question quand même de souveraineté numérique derrière, et vous y répondez quelque part, j'imagine. Il y a surtout un enjeu d'infrastructure essentielle pour développer l'économie d'aujourd'hui et de demain. Au 19e siècle, on faisait des gares et des voies ferrées, on en fait encore un peu en ce moment. Au 20e siècle, on faisait des autoroutes et des aéroports. Et bien au 21e siècle, on fait des câbles et des data centers. Finalement, c'est la même continuité, c'est les mêmes logiques, hein. Il s'agit toujours de faire de l'échange. On échange bien sûr des hommes, des marchandises, on échange désormais de la data. Alors, on a beaucoup dit là pendant cette crise, on a connu une accélération incroyable de transformation digitale, toutes les entreprises ont pris le train en marche, on a rattrapé presque 20 ans. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? On a un petit peu exagéré cette proportion des entreprises à s'engager dans cette transfo digitale. Alors, chez Interaction, avec nos data centers, on en a 290 dans le monde et on en a un peu plus de 10 en France. On est bien placé pour observer ce qui se passe à travers nos clients. Et très clairement, l'accélération a été assez fulgurante. Dans un certain nombre d'usages, hein, tout le monde a utilisé bien sûr les systèmes de vidéoconférence pour travailler à distance. Le télétravail a été un énorme accélérateur, sachant que tout le monde n'était pas équipé pour pouvoir le faire. Donc il a fallu justement que ce soit nous, acteurs de data center ou nos clients, mettre des capacités supplémentaires de serveurs, de connexion télécom, de connexion Internet, de disponibilité et surtout que ça marche sans arrêt. Une des fonctions principales d'un acteur comme Interaction, c'est d'assurer la continuité de service, faire que ça marche tout le temps. Donc on n'est pas plus malin que quiconque. On va simplement prendre tellement de mesures de redondance, de résilience, que finalement, nous, des pannes, on en a souvent. Par contre, nos clients ne les voient jamais. Alors ça, c'est très clair que la crise a été une accélération. Parce qu'il y a eu des transformations des méthodes de travail, des nouveaux échanges à mettre en place. Clairement, ce n'a été finalement que peut-être, alors je ne sais pas, certains de mes clients comme Microsoft ont dit qu'on avait gagné 2 ans dans la transformation digitale. Oui, pareil. J'en sais rien. En tout cas, clairement, il y a eu une très très forte accélération. Vous faites partie finalement des entreprises qui n'ont pas souffert ou peu souffert de la crise, j'imagine. Vous avez peut-être même eu un accroissement d'activité. Très clairement, je pense que dans cette période très difficile pour les entreprises, il y a certains secteurs et les acteurs de data center ont été plutôt dans une situation enviable. On a même fait une croissance de 44% ici à Marseille, ce qui montre bien l'appétit mondial pour le hub de Marseille en tant que, comme je vous le disais, 9e hub mondial. Ouais. Il faut savoir quand même qu'il y a 7 ans, Marseille n'était même pas dans le top 100 mondial. Donc on voit bien qu'il y a eu une transformation majeure faisant de Marseille une ville très modérante, tout à fait, de par, alors ce serait un peu long à expliquer ici ce matin, de par essentiellement des mutations technologiques, des sauts technologiques sur les câbles sous-marins permettant de réduire les temps de latence, c'est-à-dire le temps que met une data pour aller de Marseille à Singapour, de Marseille à Dubaï. Et ça change justement la façon dont les entreprises conçoivent des services numériques et surtout les distribuent. Vu que vous parlez beaucoup de Marseille et avec amour de ce hub de Marseille, j'ai lu que vous aviez investi un bunker marseillais, mais racontez-moi ça. Alors effectivement, moi je suis un Parisien qui est tombé amoureux de Marseille, je viens ici tous les 15 jours depuis des années maintenant, mais plus sérieusement on a effectivement pour construire ces infrastructures de data center, ce sont des investissements très capitalistiques, on en est à près de 400 millions d'euros d'investissement depuis quelques années, depuis maintenant 6 ans et demi, et effectivement nous avons fait quelque chose d'un petit peu particulier par rapport à ce que nous faisons d'habitude, où d'habitude nous prenons des terrains plats sur lesquels nous construisons des standards de data center, et là pour des raisons encore une fois d'emplacement, il fallait qu'on soit au plus près des câbles télécoms sous-marins. Nous nous sommes installés sur le port de Marseille, dans les bassins est, et nous avons transformé ce bâtiment très particulier, qui était une ancienne base sous-marine allemande de la dernière guerre, jamais achevée et jamais utilisée surtout, dont on ne savait pas trop quoi faire. Et nous avons pu la transformer finalement en très grande armoire de 250 mètres de long pour ranger des services de cloud et de digital media de nos clients. Beaucoup de clients américains, beaucoup de clients européens et de plus en plus maintenant de clients de la région de Marseille. Incroyable. Une belle aventure. Les enjeux de RSE seront évidemment très présents au cours de cette journée. On parle beaucoup de la dépense énergétique liée au data center. Comment est-ce que vous appréhendez cette question ? Je pense qu'on peut dire très clairement que nous sommes leaders sur cet aspect. Nous avons
travaillé très dur depuis beaucoup d'années avec nos équipes pour pouvoir, à fin 2020, être neutre au niveau carbone sur les scopes 1 et 2, donc sur les émissions directes. C'est fondamentalement un effort d'abord sur l'efficience énergétique de nos data centers. Pour faire simple, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne consomme pas. Donc c'est tout un travail, je ne vais pas le décrire ici, depuis la conception, la construction et surtout les opérations 24 heures sur 24, parce que nous tournons tout le temps pour le compte de nos clients pour effectivement consommer le moins possible dans nos data centers. Puis après, derrière, eh bien, c'est surtout le fait, depuis 2014, de n'acheter que de l'énergie verte réinjectée dans le réseau français, parce que sinon, vous savez, c'est assez facile d'en acheter en Norvège ou en Suède, ça ne change pas grand-chose à l'empreinte carbone locale. Non, pas vraiment. Et de pouvoir justement ainsi rentrer dans un phénomène à la fin de compensation. Pour vous donner une petite idée, en étant le plus gros industriel en France de data center, eh bien, nous n'avons plus que 2435 tonnes, pour être précis, de carbone à compenser. C'est pas grand-chose, c'est ce que produisent 210 Français par an. Donc vous voyez, on peut être un très gros industriel et pourtant n'avoir un impact carbone que très 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 léger, et pourtant il faut quand même qu'on continue à le réduire. Mais souvent, l'image est que les data centers consomment, polluent, consomment de l'eau, ce qui est complètement faux. On peut prouver justement qu'on peut être très très vertueux. Je ne connais d'ailleurs pas beaucoup d'entreprises ici dans les Bouches-du-Rhône qui soient déjà neutres au niveau carbone en scope 1 et 2. Merci beaucoup Fabrice Coquio. Je rappelle que vous êtes le président d'Interaction France. Tout de suite, notre prochain invité, Johan Gage, qui est fondateur et directeur général de Clanic. Merci. Johan Gage, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur général de Clanic, qui est une société de conseil dans le digital, l'informatique et l'ingénierie. Alors, on va parler ensemble d'innovation. Mais d'abord, j'aimerais comprendre que fait Clanic exactement. Donc, Clanic est une société de conseil en ingénierie et en IT dans le digital. On accompagne des grands partenaires industriels dans leur transformation digitale. Et j'ai créé la société il y a maintenant 10 ans. Le siège est basé à Marseille. Nous sommes aujourd'hui une société de 500 collaborateurs présente en France, à l'international. Et les principaux sujets sur lesquels on va intervenir sont des sujets de cloud, de cybersécurité, d'intelligence artificielle, de blockchain demain. Voilà. Et notre métier, c'est vraiment de pouvoir accompagner l'ensemble de nos partenaires sur des projets d'excellence technologique, d'innovation technologique. Et c'est sur ce sur quoi on est les meilleurs finalement. Voilà. Alors, puisque vous connaissez bien les problématiques d'innovation, est-ce que toutes les entreprises peuvent innover ou est-ce que c'est réservé, on a souvent cette image, soit aux startups, soit aux grands groupes, et puis le milieu, les PME, ETI, bon, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est une idée reçue? Alors, évidemment que c'est une idée reçue, vous me tendez une magnifique perche. Ah oui. Évidemment, l'innovation, moi je suis un passionné du management finalement, et on se rend compte que, tout à l'heure Philippe, notre président, parlait de l'engagement. On n'apprend pas à être engagé, on ne s'invente pas engagé. L'innovation naît de l'engagement de nos collaborateurs. Déjà, on ne peut pas innover si on n'est pas engagé. Je veux dire, quelle est la personne qui innove sans se questionner? Et quelle est la personne qui se questionne sans être engagée finalement? Ouais, d'accord. Donc finalement, il y a un concept assez philosophique qu'on pourrait développer là, sur l'innovation, parce que l'innovation, dans l'inconscient collectif, elle est technologique, mais in fine, elle est essentiellement psychologique, elle est humaine en fait. Elle est liée à un engagement fort du collaborateur, et je pense que la période Covid a fait réfléchir de nombreuses entreprises sur le sens de leur histoire, sur le sens de leur développement. Chaque collaborateur s'est interrogé sur son avenir, sur son pourquoi finalement, et lui donner un écosystème dans lequel il puisse être engagé, il puisse être heureux et il puisse innover en permanence, et ben, du coup, ça donne à tout le monde. Donc oui, il y a une culture de l'innovation, et oui, toutes les sociétés peuvent innover. En fait, si je vous entends bien, la mère de l'innovation technologique, c'est l'innovation managériale. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Si vous voulez, trop peu d'entreprises, parfois, malheureusement, l'ont compris, ayant un objectif produit, de développement produit, essentiellement financier. Elles s'intéressent essentiellement aux produits. Mais je pense que l'idée première qui permet d'innover, c'est déjà d'avoir des collaborateurs engagés. Et c'est une réflexion hyper intéressante que moi j'ai développée depuis 10 ans.
puisque passionnés par finalement la place de l'homme dans une entreprise moderne du XXIe siècle, avec l'ensemble de mes collaborateurs, nous avons beaucoup réfléchi à la manière selon laquelle on doit, dans une entreprise moderne, réinventer la place du collaborateur, lui permettant d'être engagé et d'innover sans cesse. Et comment ça se passe concrètement dans votre boîte? Vous mettez quoi en place? Moi, j'aime bien les cas pratiques. Comment ça se passe? En fait, si vous voulez, la problématique que nous avons, en tout cas la nôtre, elle est structurelle. C'est-à-dire que 95% de nos collaborateurs sont chez nos clients. Ils ont un sentiment d'appartenance à l'entreprise, à notre entreprise, qui n'est pas naturel dans le sens où quotidiennement, ils ne sont pas chez nous. Ouais. Donc, la période télétravail, nous, on la vit depuis notre existence, finalement. D'accord. Okay. Et toutes les entreprises dans le télétravail se sont posées la question de savoir comment être proche de leurs collaborateurs, comment faire en sorte qu'ils s'engagent, comment faire en sorte qu'ils soient motivés, qu'ils soient engagés et qu'ils innovent sans cesse. Et structurellement, parce que c'est notre raison d'être, nous avons réfléchi à une manière nouvelle de concevoir la place du collaborateur. Et au-delà du projet, des missions qui sont confiées à nos collaborateurs, nous leur proposons d'avoir au sein de l'entreprise un rôle qu'ils choisissent, qui déterminent en fonction de leur passion, en fonction de leur centre d'intérêt. Et quoi concrètement? Donnez-moi des exemples. C'est très simple. Je suis collaborateur, je travaille pour la CMA-CGM par exemple. Ouais. Voilà. Je suis un ingénieur en cybersécurité et puis je suis passionné par la notion de la transmission du savoir. C'est très simple. Chez Klinic, on a créé un rôle qui s'appelle le rôle de formateur et qui permet de manière mensuelle, de manière bimensuelle, de pouvoir dispenser son savoir à l'ensemble des collaborateurs Klinic, à l'ensemble des clients Klinic. Le collaborateur est dans une disposition intellectuelle où il prend du plaisir, où le rôle qu'il réalise n'est plus une mission professionnelle, mais devient plaisir, et il est récompensé financièrement sur la création de valeur qu'il génère pour l'entreprise. Alors nous avons créé chez Klinic des rôles fonctionnels, des rôles techniques, des rôles événementiels, si bien que le collaborateur Klinic, c'est drôle, passionné par le foot, beaucoup l'analogie. Passionné par le foot, d'accord, qui a envie d'organiser des matchs de ballon avec ses collaborateurs Klinic, qu'il ne connaît pas forcément au quotidien parce qu'il ne travaille pas avec ces collaborateurs-là, et qui va réunir un ensemble de compétences dans une passion commune, sera récompensé pour l'action qu'il aura réalisée. Pourquoi? Parce qu'il va générer un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui sera plus fort, parce qu'on aura des collaborateurs qui, alors qu'ils ne travaillent pas forcément tous les jours ensemble, alors qu'ils ne se connaissent pas forcément dans le monde du travail, vont participer à un événement commun qui va renforcer leur sentiment d'identité et d'appartenance à l'entreprise. C'est d'autant plus important que vos collaborateurs, comme vous le disiez, sont éclatés. Donc créer une culture d'entreprise quand les gens sont dispersés, c'est une vraie problématique. Exactement, et elle a été davantage renforcée dans notre modèle de société, dans laquelle les collaborateurs ne sont pas physiquement présents. Donc on a dû très tôt penser, réinventer la nouvelle place d'un collaborateur dans une entreprise moderne. Et aujourd'hui, 92% des collaborateurs dans l'entreprise sont fiers d'appartenir à la société Klinic. Et si vous voulez, la période du Covid a été pour nous comme un flux d'informations très très important, dans le sens où dans la période Covid, nous avons réalisé 30% de croissance dans un secteur qui est le secteur des ESN, des entreprises au service du numérique, qui est en décroissance de moins 5%. Donc vous imaginez bien que l'écart de croissance est très important. Pour autant, il faut se le dire, il faut être honnête, on n'est pas beaucoup plus en avance que nos partenaires sur les enjeux technologiques. On travaille tous sur l'intelligence artificielle, on travaille tous sur la cybersécurité, on travaille tous sur le cloud, on travaille tous sur le digital. Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre entreprise ait, en 2020, pu réaliser cette croissance? Et j'en suis convaincu, c'est notre philosophie. Parce que nos collaborateurs ne se sont pas posé la question de leur place. Nos collaborateurs étaient déjà engagés avant même que le Covid n'arrive, en fait. Et donc, quand vous avez des collaborateurs engagés, qui se questionnent, qui créent de la valeur, eh ben, ils créent encore plus de valeur que les autres. Parce que le travail qu'ils réalisent, ils le font avec plaisir, avec passion. Et par conséquent, ils vont beaucoup plus loin dans le travail, ils vont beaucoup plus loin dans ce qu'ils peuvent proposer à nos partenaires, et ils seront indispensables. Et dans cette période-là, où l'ensemble de nos clients et de nos collaborateurs se sont posé la question du sens de la vie, eh bien, Klinic a pu se développer de par l'engagement de nos collaborateurs. Alors j'ai vu que vous aviez mis, on va revenir du coup à l'innovation, je pense au sens technologique, j'ai vu que vous aviez mis en place un incubateur chez vous. Oui. Pourquoi? Écoutez, je vais vous décevoir. Ah, je vais vous décevoir. J'ai créé un incubateur parce que mon idée première était de rendre le plus épanoui possible mes collaborateurs, dans cette obsession de l'épanouissement et de la création de la performance.
Et qu'est-ce qui rendrait, dans mon esprit, plus heureux mes ingénieurs que de leur permettre de vivre leur rêve technologique, les accompagner à le vivre. Et donc, une fois par an, nous mettons en place un comité technologique qui se réunit, qui valide un projet technologique novateur proposé par un de nos collaborateurs. Ce collaborateur sort de projet, sort de mission, quitte Clanic, crée sa société et on l'accompagne dans le développement de l'entreprise. Alors depuis 2016, cet incubateur a incubé 4 collaborateurs Clanic. On a également incubé une autre société qui est dans la région qui s'appelle Rofim. Et j'aimerais en parler parce que c'est important. C'est une société qui est dans le digital, qui est dans la e-santé, qui est une société locale. Et donc c'est un chirurgien finalement vasculaire qui s'est rapproché de Clanic pour pouvoir lui permettre de l'accompagner dans son développement de projet. Et on a mis en place autour de ce projet un ensemble de compétences technologiques permettant à cette société de pouvoir se développer. Et alors finalement, parce que je sais que le sujet c'est de se dire l'incubation, pourquoi? Donc l'incubation pour répondre déjà à un enjeu de nos collaborateurs. Il est évident qu'une société doit se réinventer sans cesse. Les grands groupes avec lesquels on peut travailler sont parfois des sociétés qui ronronnent, qui ont besoin de se réinventer sans cesse finalement. Et l'intrapreneuriat est une clé. Et l'intrapreneuriat est une clé. Ouais. On le voit d'ailleurs, l'ensemble de nos partenaires ont créé des incubateurs. Sados a des incubateurs parce que finalement l'énergie qui ressort des projets qu'on incube permettent à nos partenaires de se réinventer et de se développer. Merci beaucoup, Johan Guay. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur général de Clanic. On accueille maintenant notre prochaine invitée, Émilie de Lombarès, la présidente du directoire d'Honnête. Émilie de Lombarès, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du directoire d'Honnête, 5e génération, 150 ans d'existence. Vous êtes spécialisée dans les métiers de l'ingénierie et des services liés à la propreté et à l'hygiène. On va aborder avec vous les questions de l'engagement, de la mobilisation. Vous travaillez uniquement avec de l'humain. Comment est-ce que vous appréhendez cela au quotidien et est-ce que cette crise a permis, selon vous, à pas mal d'entreprises de faire un peu ce que vous faites, vous, depuis 150 ans, c'est-à-dire de remettre un peu l'humain au centre ? Écoutez, oui, donc Honnête, c'est une entreprise de service et c'est vrai que l'humain est au cœur. Pourquoi ? Parce que quand on réalise les services, ce sont avant tout nos équipes qui les réalisent chez nos clients et pour l'ensemble finalement des personnels de nos clients. Je crois que ce qui est important chez Honnête, c'est qu'on a une vraie diversité de services. On est dans la propreté, on est dans la sécurité, la logistique, on est dans de la maintenance, dans le nucléaire et on va jusqu'à l'ingénierie. Et on a cette chance en fait d'avoir cette diversité de métiers, d'intervention. Et je crois que vraiment dans cette crise, ce qui a été démontré quelque part, c'est quand on arrête nos ouvriers sur le terrain, quand on arrête de travailler et que l'intervention humaine n'est plus là, et ben les choses s'arrêtent et il ne se passe plus rien. Alors, ce sont des métiers qui, en plus, ont du mal à recruter, qui manquent souvent d'attractivité. Est-ce que là aussi, enfin, le regard change ? Alors oui, le regard a changé, j'allais dire, c'est évident. Nous, ce dont on a besoin, c'est que ça change de façon un peu plus profonde, j'allais dire, et structurelle. Je crois qu'il y a plusieurs façons d'essayer de faire en sorte que ces métiers soient plus attractifs. D'abord, le regard qu'on porte, encore une fois, sur l'intervention et sur le service. Je crois qu'on a une vision en France qui est très différente d'autres pays. Le service, c'est avant tout rendre service à l'autre. Donc c'est quand même essentiel dans le collectif et dans les collectifs. Et nous, notre mission, c'est d'expliquer aux gens que quand on rend service, on est heureux. Et nos équipes font des métiers dont ils sont fiers. Et je crois que c'est ça le message qui est important. Et la revalorisation, elle passe avant tout par l'image qu'on a de ces métiers. Et comment on la change, cette image, alors ? Alors on la change d'abord comme ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire en m'engageant pour essayer de changer l'image de ces métiers. Et puis on la change au quotidien, c'est-à-dire qu'on la change avec de la considération, avec des outils. Les entreprises travaillent sur l'innovation, on cherche à valoriser nos équipes aussi. Donc il y a à la fois le regard externe et puis bien évidemment le plus important, le travail de l'entreprise. Donc quand on travaille par exemple sur des nouveaux produits, des nouvelles technologies, on essaye aussi par ce biais-là de valoriser nos équipes. Je peux vous prendre un exemple. On a travaillé il y a plusieurs années dans les métiers de la propreté.
sur Biogistique, qui est un principe de produit, mais aussi de logistique du produit, basé sur les principes d'économie circulaire. On a un produit qui est une biotechnologie, qui n'est pas dangereuse pour les équipes. D'accord. Et on a travaillé sur le transport de ce produit, sur diminuer les plastiques, 20 tonnes de déchets économisés par an. Et finalement, tout ça, alors au départ, les équipes, c'est un problème parce qu'il faut changer les façons de faire. Et finalement, les équipes se rendent compte que c'est une vraie préoccupation, que leur sécurité, et que finalement, c'est aussi un impact collectif commun, qu'on arrive aussi à changer les choses et qu'on leur donne une responsabilité, finalement aussi vis-à-vis du client, vis-à-vis de l'environnement. Et ça fait partie des projets aussi qui valorisent nos métiers, je crois. Et c'est intéressant parce que c'est pas forcément l'image qu'on en a, on n'a pas forcément l'image de ces métiers qui innovent. Et en fait, si vous placez quand même l'innovation au cœur de votre entreprise. L'innovation, je crois que c'est essentiel. Alors, tous nos clients nous ont toujours dit « mais vous n'innovez pas assez ». Non, on innove au quotidien. L'innovation, elle va d'abord de nos équipes sur le terrain. Encore une fois, dans l'ensemble de nos métiers, ils ont des idées chaque jour. Chaque jour. Donc, chaque jour, ils vont apporter une solution nouvelle, ils vont essayer de construire quelque chose de nouveau et de proposer quelque chose aux clients. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est intéressant dans les entreprises de services. Ensuite, à nous, entreprises, de travailler sur l'innovation de façon un peu plus industrielle et structurée et de chercher des solutions et d'essayer de les financer, de les développer, de les appliquer, de former nos équipes. Quand je vous parle de Biogistique, c'est 12 000 personnes de former. Quand on va chercher des solutions aussi, par exemple, dans la maintenance nucléaire et dans le démantèlement, on a cherché des solutions laser pour essayer de réduire l'impact du déchet quand on fait de la décontamination. Bref, des idées dans nos métiers, on en a tout le temps. Il faut se dire que le service, c'est être au service de son client pour lui amener les meilleures solutions dans son process. La chance qu'on a dans nos métiers, c'est qu'on est dans les coulisses de toute la vie. On est dans les coulisses des hôpitaux, du stade, des industries. On voit des choses qui sont incroyables finalement. Et tout ça, on le gère en équipe. Donc finalement, quoi de mieux ? Et l'innovation, elle vient de cette présence quotidienne et elle vient de ce regard qu'on porte et de cette envie, je crois, parce qu'il y a vraiment des profils de gens qui sont des gens qui ont le service, j'allais dire, qui coule dans leurs veines. Et c'est ce qu'on recherche dans nos entreprises pour innover tous les jours. Est-ce que vos clients ont pris conscience davantage de l'importance de votre présence dans leurs locaux avec cette crise, quand vous avez, comme ça, du jour au lendemain, dû arrêter d'entrer dans ces entreprises-là ? Mais justement, en fait, finalement, nous n'avons pas arrêté. Le sujet est bien celui-là, c'est que finalement, nous, le 17 mars 2020, on se disait, mon Dieu, on doit mettre l'entreprise à l'arrêt. Et finalement, dès le lendemain, on était sur la problématique des masques, comment faire en sorte que nous travaillons dans des secteurs prioritaires. Donc nous ne sommes pas une entreprise, j'allais dire, qui était indiquée comme prioritaire, mais finalement, nous avions besoin d'équipement. Et nos clients se sont battus pour que nos équipes soient équipées aussi. Et donc, à partir de là, la relation, elle a directement été sur l'urgence, la protection des collaborateurs et comment on va réussir à continuer à servir nos clients au quotidien. Donc, j'allais dire l'entreprise à l'arrêt. Oui, certains secteurs et certains de nos clients, on a dû les accompagner dans leur arrêt. Mais dès qu'un client était en marche, j'allais dire, on était à ses côtés. On parlait d'attractivité de votre secteur. Comment est-ce que vous appréhendez cette question ? Est-ce que il faut montrer qu'il y a des évolutions professionnelles possibles tout au long d'une carrière pour attirer des talents et avoir plus de diversité aussi au sein de ces métiers ? Alors je crois que la première des choses, je reviens sur ce que vous disiez au début, la première des choses c'est l'humain. Avant tout ce sont des métiers humains. Donc le plaisir qu'on prend, c'est le travail en équipe chaque jour et il faut aimer aller à la rencontre de l'autre. Le deuxième des sujets, effectivement, c'est que pour attirer, j'allais dire, à tous les niveaux de l'entreprise, des ouvriers jusqu'aux ingénieurs, puisqu'on a la chance d'avoir cette diversité de profils, il faut effectivement expliquer qu'on a des métiers où on apprend tous les jours et on est capable d'évoluer. Alors d'évoluer en expertise, puisqu'avant tout, notre métier, c'est de l'expertise. On a l'impression que c'est pas forcément technique, mais l'ensemble de nos métiers, encore une fois, la propreté, la sécurité, la logistique, ce sont des expertises techniques, des process, des savoir-faire, des outils. Donc, on est capable d'évoluer en expertise, on est capable de changer de contexte. Encore une fois, on a la chance dans nos entreprises de travailler dans différents environnements. Et donc, l'enjeu, c'est de faire grandir les collaborateurs, en management éventuellement, mais aussi en contexte, de faire découvrir d'autres horizons. Et de réduire la pénibilité aussi, pourquoi pas en changeant les horaires ? Alors, la pénibilité et les horaires, c'est pas forcément complètement lié. L'enjeu, de toute façon, dans nos métiers, quand vous avez une intervention humaine, c'est bien évidemment que les conditions de travail soient les meilleures possibles.
Donc ça, c'est encore une fois, c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur les conditions de travail, qu'on essaye encore une fois de trouver des solutions. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parle d'innovation. Ça va être des outils où on va changer la taille des outils. Ça peut être 10 cm, ça peut être la façon dont on va chercher les choses. Donc ça, c'est un travail quotidien qu'on fait nous avec nos équipes. Après, voilà, je pense que la réalité, c'est de l'intervention physique. Et il y a des milliers de métiers qui sont de l'intervention physique. Et je pense qu'il faut les remercier et juste rendre compte que pour l'ensemble du fonctionnement de la société, de nos sites qui accueillent du public, de nos sites dans lesquels on a besoin d'être en sécurité, gérés, quand on a des interventions de maintenance, les contextes ne sont jamais idéaux ni parfaits. Oui, j'imagine. On m'a dit que vous étiez très engagé sur le territoire. C'est vrai que vous avez une entreprise qui a maintenant une taille vraiment significative. C'est important pour vous de pouvoir rayonner sur ce territoire marseillais et être engagé aux côtés de ce territoire ? Vous le disiez, dans nos entreprises familiales, on a un attachement aux racines. Nos racines sont marseillaises. Donc oui, il y a un fort attachement au territoire et je crois qu'à Marseille, on a à la fois un potentiel incroyable et puis on a aussi des atouts et une façon, j'allais dire une culture, parce que dans chacune des régions, chacun a sa culture. On a une culture propre qui est assez directe, qui est assez simple, qui est déterminée. Donc oui, il faut être fier de ça et que ça diffuse dans l'entreprise. Ensuite, l'engagement, effectivement, c'est l'engagement auprès de sa région. Donc on a des engagements à travers notre fondation, où on travaille sur le mal logement. On a des engagements quand on travaille avec d'autres entrepreneurs sur des projets pour essayer de trouver des solutions pour la ville. Le top 20 est une dynamique. Il existe beaucoup de dynamiques locales marseillaises et très honnêtement des énergies incroyables ici. Vous parlez d'une fondation qui travaille sur le mal logement. Pourquoi ce choix? C'est assez loin finalement de votre activité? Parce que je pense qu'on a été assez réaliste et c'est ma mère qui a eu cette vision-là il y a quelques années, finalement de dire que le logement allait être un vrai sujet pour les plus bas salaires, clairement. Et je crois que on s'est dit il y a longtemps, puisque c'était avant le drame de la rue d'Aubagne, que le mal logement était un sujet et qu'il fallait essayer d'agir. Alors on agit d'abord nous avec ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on a créé une fondation et on fait des journées d'intervention où on va rénover, réhabiliter et j'allais dire assainir des sites d'accueil. Et ensuite là on est en train de travailler sur un collectif depuis le drame de la rue d'Aubagne avec des entreprises marseillaises. Et on va essayer de faire le lien entre les acteurs bailleurs sociaux, entre les entreprises, entre les pouvoirs publics, pour essayer de faire en sorte d'avoir des solutions et d'être un peu plus collectivement, d'avoir des solutions collectives un peu plus pertinentes. J'ai l'impression qu'il y a une bonne force collective, effectivement, entre toutes les entreprises de l'écosystème marseillais. C'est quelque chose que vous confirmez. Vous travaillez au quotidien avec plein d'autres entreprises, sur des causes notamment? On travaille sur des causes, on travaille sur notre région, sur notre ville. Et oui, il y a une vraie énergie. Après, c'est ce qu'on... En fait, on se rendait pas forcément compte, je pense, de toute la dynamique qu'il y avait dans la ville. On nous a longtemps dit qu'il fallait le faire savoir. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et ensuite, effectivement, il y a un nombre de dynamiques locales incroyables sur différents sujets. Oui, Marseille est dans un moment, je pense... avec une belle dynamique, avec une vraie envie et l'engagement. Je crois que c'est aussi la détermination qu'on met à agir. Voilà. Merci beaucoup, Émilie Delombara. Je rappelle que vous êtes la présidente du directoire d'Honnête. Merci d'avoir été avec nous. Et on va accueillir maintenant Alexandre Contensin, le président de Mars at Work. Et nous sommes maintenant avec Alexandre Contensin, président de Mars at Work. On parle avec vous de l'engagement des entrepreneurs et de la responsabilité. Alors, Mars at Work, si j'ai bien compris, c'est une agence de conseil en stratégie business et communication. Et vous avez pivoté, vous êtes passé d'agence de pub à agence d'accompagnement des entreprises sur la définition de la raison d'être. Quelle est la motivation profonde derrière ce pivot-là? Bon, déjà, vous êtes très bien renseigné. Bon, ça va, alors j'ai bien travaillé. En fait, on était un peu les Monsieur Jourdain de la raison d'être. C'est-à-dire qu'on se servait de toute la réflexion autour du why pour mieux travailler les stratégies de contenu, puisqu'on avait à la base une culture du contenu. Et quand la loi Pacte est arrivée, on l'a vécu comme une opportunité, comme un moyen enfin la loi Pacte, donc, qui a introduit la notion de raison d'être, comme le moyen en fait de venir verbaliser, rendre plus officiel tout ce travail pour lequel on a construit une méthodologie.
Et on a défini un certain nombre de livrables qui rentraient plus dans le champ du conseil. Donc d'ailleurs, on a changé de convention collective pour se rapprocher du conseil et ensuite se servir de la communication comme le moyen de raconter cette transformation et l'impact que ça peut avoir au niveau de l'organisation. Je vais être un petit peu provocatrice, mais moi j'ai l'impression que la raison d'être, c'est quelque chose qui est ancré dans les entreprises, quelque chose d'assez naturel, qui est leur fondement. Et finalement, je me dis, si c'est si naturel et si profondément ancré dans l'ADN des entreprises, pourquoi est-ce qu'elles auraient besoin d'être accompagnées pour la définir ? Parce que déjà, les entreprises sont très focalisées sur les offres et les services, sur le management, et que, alors vous avez raison, c'est vrai que quand on voit un exemple type Apple, c'est hyper séduisant, ça a l'air hyper facile en fait de définir sa raison d'être, ça paraît évident, ouais. Et en fait, ce serait un peu comme, enfin nous on le vit comme ça, hein, comme se faire sa propre auto-psychanalyse, quoi. Donc ça veut dire qu'on sait qu'on a un conscient et un subconscient, c'est pas pour autant qu'on arrive à les verbaliser et régler les problèmes qu'il pourrait y avoir avec, quoi. Donc en fait, nous, notre rôle, ça va être un rôle plus critique, ça va être un rôle d'enquêteur pour enquêter sur la singularité et pour aller relever tous les petits indices, tous les signaux faibles, pour leur donner une coloration qui va permettre d'avoir des indicateurs spécifiques à l'entreprise. Est-ce qu'il y a une méthode pour définir une raison d'être ? Parce que souvent on me dit qu'il faut consulter le collectif, que les choses remontent de la base en fait. Ça c'est la seule méthode ou il y en a d'autres ? Non, c'est la seule méthode parce que la raison d'être, c'est avant tout la raison d'être de l'entreprise, c'est la raison d'être de l'organisation, même plus que l'entreprise, et que ça impacte pas, c'est pas la raison d'être du chef d'entreprise. Ça ne peut pas être du haut vers le bas, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Ça c'est compliqué. Et le but du jeu, c'est de venir, et je trouve que c'est l'apport fondamental de la loi Pacte, c'est de donner une coloration, de personnaliser la personne morale, et plus que ce soit vraiment, qu'elle soit incarnée par ses managers, mais que ce soit vraiment le collectif qui parle. Derrière, on parle évidemment beaucoup de la recherche de sens, et c'est de plus en plus présent, notamment pour les jeunes générations. Est-ce que définir sa raison d'être va être demain le facteur d'attractivité numéro 1 pour les entreprises ? Alors oui, parce que tout se sait et que les jeunes, et nous on le voit même à notre niveau quand on fait des recrutements, ont besoin d'être éclairés sur les choix qu'ils vont faire. On assiste à un effondrement des grands récits, du récit religieux, du récit politique, et en fait il reste quelque part un peu que la partie la moins désirable de la réalité, c'est-à-dire les ravages du capitalisme financier. Ouais. Et les jeunes, ils veulent plus être complices de ça. En tout cas, nous, c'est comme ça déjà à notre niveau, on veut plus forcément l'être. Et les jeunes ne veulent plus du tout l'être. Ils veulent faire coïncider leur stratégie personnelle et leur stratégie professionnelle. Et il faut raconter comment l'organisation se définit comme responsable et au-delà de la porte du bureau, quoi. Qu'est-ce qui se passe au niveau des parties prenantes et qu'est-ce que ça implique ? Alors, c'est très intéressant, vous dites qu'il faut le raconter, mais alors dans quelle mesure on ne tombe pas dans du storytelling et derrière dans du purpose washing ? Alors le storytelling, c'est pas un problème puisqu'il vient raconter, enfin nous on a presque un métier quasi journalistique, alors on va y mettre peut-être un peu plus de forme, mais nous on vient raconter des faits. Et quand on travaille sur une raison d'être ou quand on accompagne une entreprise dans son changement de statut pour devenir entreprise à mission, on va travailler avec elle sur les missions et sur la manière dont on va pouvoir raconter ces missions. Donc le purpose washing, oui, ça c'est évident. Ce sera moins évident parce que, encore une fois, tout se sait et que le cynisme qu'il peut y avoir dans la manière dont une organisation va maltraiter quelque part ses parties prenantes va ressurgir et que de toute façon, sans un engagement profond, une entreprise pourra pas évoluer, par exemple, pourra pas devenir entreprise à mission parce que c'est trop contraignant. Ça implique une gouvernance, une modification de la gouvernance. Ça veut dire que on fait intervenir des tiers au niveau d'une prise de décision qui va impacter toute l'organisation et que ça peut pas juste être du washing. Je rencontre beaucoup de directeurs de communication et tous me disent en fait sur la raison d'être, il faut d'abord qu'il y ait des actes qui aient été mis en place depuis longtemps avant de formaliser une raison d'être et de clamer ce qui pourrait se rapprocher parfois d'un slogan. Il faut d'abord faire ses preuves avant de faire le discours aujourd'hui. Ah oui, moi je pense. Enfin, je pense que d'abord il faut poser sa raison d'être sans forcément la crier sur tous les toits. Ensuite, il faut définir un ensemble de preuves parce que la raison d'être c'est un outil. Nous on la considère comme un outil
qui va au-delà du cadre strictement sociétal et environnemental. C'est un outil stratégique, ça permet de se construire une vision à long terme. C'est un outil financier, ça permet d'intégrer un nouvel actif. Nous, on considère que c'est un nouvel actif au niveau de l'entreprise. Et puis, c'est le moyen soit de donner plus de cohérence par rapport à sa politique RSE, soit tout simplement de l'amorcer. Donc en fait, la raison d'être, c'est le point de départ qui va verbaliser la conscience que l'entreprise a de son business. Et ensuite, effectivement, et nous, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher des acteurs, quand on a la possibilité, quand on nous laisse cette expression-là, pour aider une organisation à verbaliser ses engagements. On parle évidemment beaucoup de responsabilité des entreprises aujourd'hui, et la raison d'être s'inscrit un peu là-dedans. Mais de quoi doivent-elles être responsables aujourd'hui, les entreprises ? En fait, il y a une première approche qui est purement juridique, c'est-à-dire que la loi Pacte, en modifiant un certain nombre d'articles, dont l'article 1833, va étendre la notion de responsabilité sociale et environnementale à toutes les entreprises et pas que les entreprises cotées. Donc, mais c'est une notion qui est encore floue aujourd'hui, il n'y a pas une définition claire. Donc, moi, je pense que ça reste une notion qui est presque plus morale et éthique aujourd'hui qu'une notion strictement juridique. Le juridique va venir et après, l'entreprise, elle va placer son curseur en fonction de ce qu'elle est en mesure de faire. Et c'est sûr que on est dans une tripartite en fait. Il y a l'entreprise, il y a ses engagements et il y a la manière dont elle le raconte. Et c'est toujours plus choquant qu'une très grosse entreprise fasse une toute petite action qu'elle va raconter très fort. Ouais. Et donc voilà, donc c'est comment je vais dimensionner mon discours pour qu'il soit le plus juste possible et le moins greenwashing possible, quoi. Comment est-ce que vous accompagnez les entreprises au quotidien dans leur recherche de raison d'être ? Vous avez une méthode, elles viennent avec des questions ? Alors, oui, il y a une méthode, parce qu'encore une fois, nous, on travaille sur... Alors déjà, nous, on n'est pas des militants idéologues, donc nous, on a une approche très positive. Ça doit être un bon moment. C'est un moment qui ne doit pas être... c'est un temps long, un travail sur une raison d'être. Il faut pouvoir la remettre en question, la challenger en permanence. Et donc, comme elle impacte l'organisation et pas le chef d'entreprise, et pas que le management, donc on a, oui, une méthode classique sur des bases de design thinking qu'on a réadaptées avec des interviews, un rapport d'étonnement que les clients adorent parce que ça fait émerger tous les signaux faibles. Donc déjà, c'est une première vision qui est très intéressante. Et puis après, des ateliers de construction jusqu'à la livraison finale de la raison d'être en tant que telle, d'un manifeste, d'un culture book, un livre sur la culture d'entreprise, etc. quoi. Et comment faire pour que tous les collaborateurs s'emparent ensuite de cette raison d'être ? C'est de la communication. Donc il faut bien communiquer. Quand même. Non, forcément, comme je vous le disais tout à l'heure, la raison d'être, c'est un outil, donc ça va aussi impacter le management. Et donc ça veut dire que ça va avoir aussi un impact sur le management, faire une transition différente. Nous, on l'a vécu chez nous. On s'est servi de la méthodologie de raison d'être pour sortir à un moment donné d'une impasse dans laquelle on était, pour revoir notre organisation, revoir notre management, et puis communiquer, le rappeler en permanence ses fondamentaux. Merci beaucoup Alexandre Contensin. Je rappelle que vous êtes le président de Mars at Work. On va maintenant accueillir Olivier Taon, directeur général de Parlim. Et on va terminer cette émission avec notre dernier invité, donc Olivier Taon, directeur général de Parlim, société d'ingénierie pétrole et gaz. Bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous faites ? Parce que j'ai l'impression que c'est très très vaste et qu'il y a plein de métiers à l'intérieur de votre entreprise. Oui, c'est vrai, nous avons beaucoup de métiers, parce qu'on a 7 métiers dans le groupe. Donc c'est de l'ingénierie industrielle, spécialisée dans l'énergie, donc dans le pétrole, dans le gaz et dans le nucléaire également. Et donc on fait de la conception, du design jusqu'à le clé en main, donc le projet dans sa globalité. Voilà. Alors l'UPE 13 a souhaité placer cette journée sous le signe de l'engagement et notamment de l'adaptation. Moi justement, l'impression que vous êtes obligé en permanence de vous adapter à tous ces métiers qui sont très différents les uns des autres finalement. Tout à fait. Alors les métiers sont, je dirais, relativement identiques, puisque le génie civil, c'est génie civil, mais il faut s'adapter. Donc pour ce changement de métier ou bien pour ces spécificités, on va plutôt faire de la croissance externe dans ces cas-là, pour avoir des spécificités supplémentaires. Mais sinon, c'est surtout s'adapter au marché, en réalité, parce qu'aujourd'hui, on veut passer du fossile au non fossile. Donc en ce moment, on accompagne une entreprise pour la production d'hydrogène vert,
à partir de cellules photovoltaïques, tout près d'ici d'ailleurs, à Signes. Et donc voilà, c'est surtout s'adapter au marché et de suivre nos clients et de suivre l'évolution, tout simplement. Et de s'adapter aussi aux pays dans lesquels vous intervenez, puisque je crois que la moitié de votre chiffre d'affaires est réalisé à l'international, notamment sur le continent africain. Alors là aussi, j'imagine beaucoup d'adaptations en fonction de la réalité du terrain. Alors exactement, bon, ça fait 40 ans que nous travaillons sur le continent africain. Donc on connaît bien, on travaille sur toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et c'est vrai qu'à chaque fois que nous faisons un projet là-bas, donc on crée une filiale, parce que nous ne sommes pas constructeurs à la base, mais nous sous-traitons la construction quand on fait un clé en main. Et pour cela, on travaille avec des sociétés locales. Donc on fait travailler les entreprises dans les pays dans lesquels on a contracté le contrat. Donc on s'adapte dans chacun des pays, il faut s'adapter à la culture, il faut s'adapter à l'aspect fiscal, il faut s'adapter à tous les aspects de chacun des pays. Et j'imagine au terrain géopolitique aussi, avec des pays qui peuvent être parfois mouvants et derrière des enjeux de sécurité du personnel. Oui, alors il y a des pays, voilà, il y a des mouvements dans certains pays, ça c'est les hauts et les bas du continent africain. Et au niveau sécurité, pour le personnel, oui, il y a deux aspects. Il y a l'aspect sécurité sur le lieu de travail, où c'est très, très, très important. Et donc là, on y fait très attention avec tout notre service QSSE. Mais il y a aussi la sécurité du personnel en dehors du temps de travail, où là aussi, il faut être très prudent et être bien renseigné. Et en même temps, aujourd'hui, c'est pareil, nous travaillons avec de moins en moins d'expatriés, mais de plus en plus avec du personnel local, bien formé. On trouve des ingénieurs très compétents. Et donc, aujourd'hui, on a de plus en plus de personnel locaux sur place, dans chacun des pays. Vous parlez de recrutement et je crois qu'il y a 50% chez vous de cadres. Ce sont des profils capés, ingénieurs. Vous avez 80% de CDI et vous êtes en permanence en recrutement. Comment est-ce que vous faites pour être le plus attractif possible ? Alors c'est vrai que c'est très très compliqué de recruter en France, mais on a entendu mes prédécesseurs dire la même chose. Ouais. J'ai l'impression que c'est la problématique là, qui nous attend tous en cette rentrée. Exactement. La France se produit de moins en moins d'ingénieurs aussi, donc c'est très compliqué. Il faut être très attractif. Pour cela, il faut être visible, il faut être sur tous les réseaux sociaux. Alors ça, c'est très 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 important. Mais il faut également présenter ses projets. Il faut proposer des profils de carrière, il faut pouvoir attirer dans les métiers, il faut pouvoir attirer avec des beaux locaux, tout est très important pour attirer le collaborateur et c'est pas facile, c'est très dur de recruter. Le salaire n'est plus le facteur le plus important aujourd'hui, même dans vos métiers. Non, le salaire n'est plus l'élément unique du choix du collaborateur. Le collaborateur choisit un environnement global de vie. Donc que ce soit l'environnement de vie, mais que ce soit les transports en commun, le logement, la crèche, la salle de sport, mais également le projet qu'on va lui proposer dans l'entreprise avec un profil de carrière déterminé. C'est souvent la question qu'on nous pose tout de suite, mais qu'est-ce que je fais dans 1 an ? Qu'est-ce que vous me proposez quoi dans 2 ans, dans 3 ans ? Donc voilà, il n'a pas encore démarré que le collaborateur veut déjà savoir ce qu'il va faire dans 3 ans. Donc le salaire n'est plus l'élément déterminant. Enfin, c'est plus le seul élément déterminant. Alors, c'est vrai que cette question, elle est fondamentale en fait. Une fois qu'on a réussi enfin à recruter, on a envie de les garder en fait, les collaborateurs. Alors, vous avez mis en place, je crois, une initiative qui s'appelle Key People. Vous pouvez nous raconter ? Oui, voilà, on s'appuie sur certains cadres qui vont, très jeunes, parce qu'il y en a qui démarrent, qui sont dans ces Key People qui ont 24 ans. Ça va jusqu'à 51 ans, vous voyez. Donc, et le but, c'est de se reposer sur ces cadres-là en se disant, si la direction générale de demain n'était plus là, c'est eux qui peuvent gérer la boutique, si je puis dire. Et donc, le but, c'est de fidéliser, c'est de responsabiliser aussi, c'est de les associer aux décisions stratégiques du groupe, c'est de les faire participer au COMEX, c'est de leur donner, de les faire rentrer dans le noyau de l'entreprise, dans la gestion de l'entreprise au quotidien, pour voir à la fois les difficultés et le but aussi, c'est de ne pas se cantonner à son périmètre de sa fonction, mais c'est de voir une vision d'ensemble de tout le groupe, et que ce soit à l'étranger ou en France. Et pour ça, j'imagine que ça suppose une culture d'entreprise forte. Je crois que vous faites pas mal le parallèle avec le sport chez vous. Il y a des ADN communs, ça revient souvent entre les entreprises et finalement une équipe sportive.
Tout à fait. Alors il y a le sponsoring mais pour des causes humanitaires, mais il y a aussi le sport. Nous avons d'ailleurs Eric Champ, qui est un ancien international rugbyman, qui faisait partie aussi de notre équipe. Voilà, on est très orienté des after-work, des petits séminaires. Enfin voilà, on essaie toujours d'être présent et de rassembler et de faire des petits événements pour pouvoir fédérer toute une équipe. Animer les équipes, c'est important au quotidien pour garder justement cet engagement collaborateur? C'est très très important puisque nous, c'est que de l'humain également, hein, c'est du service. Donc c'est important d'avoir du management de proximité et en même temps une vision globale et une stratégie globale. Vous avez regroupé il y a 3 ans votre siège social dans un seul lieu, dans les quartiers nord de Marseille. Ça a été un changement d'organisation. Vous avez aussi rassemblé la quinzaine de marques, je crois, que vous aviez sous le nom Parlim. Là aussi, il a fallu s'adapter à des demandes de clients qui étaient peut-être perdus par rapport à toute cette offre ou... Exactement. Alors il y avait, nous avions une quinzaine de sociétés. Donc un client nous connaissait sous le nom d'une société, mais ne connaissait pas forcément une autre société, donc ne connaissait pas une autre offre qu'on pouvait lui proposer. Donc nous avons réuni tout le monde dans un seul et unique siège pour le Sud-Est, le siège social, dans les quartiers nord, comme vous dites, à l'Estac. Et on a décidé de communiquer sous un seul nom, le nom Parlim. Les entités apparaissent en tout petit en dessous. Et puis ça nous a permis de nous réorganiser, de faire travailler les gens ensemble pour les mêmes métiers, pour certains, et puis de communiquer auprès des clients. Et c'était aussi un rôle commercial important parce que quand on est connu chez un client pour une offre de service, c'est beaucoup plus facile de vendre une deuxième offre de service que d'aller chercher un nouveau client, en fin de compte. Donc un client satisfait, plus facilement écoute notre deuxième, et donc on a pu proposer plusieurs offres de service alors qu'il n'en connaissait qu'une avant. Donc ça nous a beaucoup aidé, et puis surtout la cohésion d'équipe, l'esprit d'équipe, les valeurs de l'entreprise. On a tout déroulé sous un seul nom aujourd'hui, qui est Parlim. C'est facile à accepter auprès des collaborateurs, ce genre de changement? Alors non, ça n'a pas été facile parce que on avait des collaborateurs qui étaient à Martigues, d'autres à Aix-en-Provence, d'autres à Marseille. Et quand on a choisi le site de l'Estac à Marseille, ça a grincé beaucoup des dents au départ. On a eu beaucoup de menaces de démission. Et en réalité, on a dû avoir 1 ou 2 démissions, c'est-à-dire rien du tout. Et tout le monde était très, très, très heureux d'être ensemble. Et en plus, on est dans des bureaux magnifiques, face à la mer. On ne peut pas avoir une qualité de travail... je vous envie, là, tout de suite, dit comme ça, d'accord. Merci beaucoup, Olivier Taon, directeur général de Parlim. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier à 18h pour Bismart, l'émission. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Bon week-end.